Dans la conversation d'aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat, de négociation salariale, d'argent, de santé mentale, bref, on va parler de beaucoup de choses avec deux femmes extrêmement inspirantes. La première s'appelle Josiane Konaté. Moi, je suis originaire du Burkina Faso. Je suis venue au Canada pour les études universitaires. Elle est la fondatrice de la maison Petit & Bold et est créatrice de contenu depuis maintenant 2015. Je suis tombée dans le marché du travail après avoir fini ma maîtrise ici à Montréal, puis c'était le choc parce que c'était pas à ça que je m'attendais. Passionnée de photographie, de design, de voyage, le processus créatif de Josiane est alimenté par ses racines et son désir de donner du pouvoir aux autres tout en laissant un héritage. Anedma est une avocate en fiscalité et en droit des affaires pour les professionnels, les startups innovantes et les PME. Je suis née à Montréal, j'ai grandi ici toute ma vie, puis initialement d'origine haïtienne. Elle a fondé Amléa Avocat, une firme ayant reçu plusieurs distinctions dans le but d'offrir des services juridiques sur mesure de façon rafraîchissante et créative. Après avoir terminé mon cursus, que j'ai réalisé que finalement la voie pour moi, ce serait plutôt vers l'entrepreneuriat parce que ça me permettrait de créer quelque chose qui me plaît, mais aussi qui peut être différent, qui peut être plus dynamique de ce que je vois dans l'industrie du droit qui est très conservatrice. Anedma, Josiane, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler de racisme systémique sur le marché du travail au Canada. Vraiment un bonheur. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Quand on parle d'entrepreneuriat de manière générale, on pense tout le temps que c'est quelque chose de très fun. C'est fun d'être son propre... Regarde déjà le visage de Anedma. Elle a fait... On pense que c'est quelque chose de très fun, c'est fun d'être sa propre boss, c'est fun de se réveiller quand on veut, mais ça vient avec une panoplie de challenges. Et la question que j'ai pour vous, c'est quels ont été les premiers challenges que vous avez rencontrés dès lors que vous avez décidé en fait de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Au début, le jour où tu te dis c'est bon, je me lance comme entrepreneur ou comme avocate à son compte, t'es chez toi, mais il y a personne d'autre qui le sait que toi. C'est vrai. Et après, il faut que tu ailles sur Internet ou du moins que tu sortes pour que les gens te découvrent. Aujourd'hui, tu m'appelles pour me dire, veux-tu venir ici aujourd'hui? Mais il a fallu que je sois super active et visible pour que les opportunités se présentent. Donc ça, c'était le premier enjeu, c'était de se faire connaître et reconnaître par les autres. C'est vrai. Pour moi, c'était un peu dans ce sens-là, le réseautage, parce que justement, dans ce domaine de création de contenu, les relations publiques, c'est quelque chose de très essentiel. Donc, si tu veux évoluer, si tu veux continuer à avoir des clients de guillemets, c'est se faire connaître, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram. Je pense que je ne m'imaginais pas que ça prenait autant de travail, autant d'heures, autant de consécration. Ça prend beaucoup de temps, puis beaucoup de dons de soi. Là. Puis comment, si c'est le cas, le racisme systémique a eu un rôle en fait dans votre parcours professionnel? C'est tellement difficile à dire parce que j'ai l'impression que j'ai pas une réponse populaire à cette question. We're listening. Oui. Parce qu'il y a particularité, c'est que aussi quand tu choisis d'être entrepreneur, tu es un peu maître aussi de ta destinée. Dans le sens que Josiane disait au début, quand elle a fait son parcours universitaire, elle avait des attentes envers le monde du travail. Donc, elle est allée avec une idée en tête de ce qu'elle recherchait. Mais lorsque tu es à ton compte, tu crées ce que tu recherches. Donc, dans un sens, du moins pour moi, j'ai pas besoin de beaucoup de ressources pour débuter. Donc, comme c'est une offre de service, je peux être chez moi, dans mon salon. Du moment où je trouve des clients, ça démarre. J'ai pas besoin d'un capital de départ. Donc, ça rend déjà ça plus facile que certaines personnes qui ont peut-être besoin d'accéder à du financement. Et qui, là, peut-être trouveraient certaines barrières. Oui, finalement. exactement. Donc, de par mon parcours personnel, j'ai pas eu à faire face à certaines embûches parce que tu peux commencer avec ton ordi, puis c'est suffisant. OK. Donc, après, par la suite aussi, c'est que comme je ne cherche pas d'emploi, j'ai jamais été confrontée à des gens qui m'ont peut-être fermé la porte parce que j'étais pas la bonne couleur ou la bonne ethnie. Parce que quand on décide de se lancer, ben moi, je crée du contenu sur Internet, je suis visible, je donne. Et ensuite, en retour, j'ai des gens qui viennent vers moi parce qu'ils adhèrent. Donc, forcément, tous ceux qui ont peut-être dit « Ah non, ne fais pas avec elle parce que... » Bref, je ne le saurais jamais finalement. Quelle a été votre plus grande leçon en entrepreneuriat jusqu'à présent? C'est de rester assis sur ses valeurs. Puis moi, ça a toujours été comme un peu... comme tu sais, les voiles de bateau là, directrice dans ce que je fais. Donc
ça a toujours été l'ancrage, parce que je pense que quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est souvent facile de se dire, tu sais, je veux faire comme telle personne, ou je veux faire comme, ou se comparer, puis dire, mais pourquoi telle personne est réussie? Mais c'est peut-être parce qu'elle n'offre pas le même service que toi, ou qu'elle n'a pas la même vision que toi. C'est de rester, like, staying on lane, comme ils le disent. Une autre chose, c'est la délégation. Puis, au début, je me pensais bonne à tout. Puis je me suis rendu compte au bout de la ligne que non, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est même pas nécessaire d'être bonne à tout en fait. Exactement. Puis le repos. On dort pas. C'est quoi dormir? mais là, quand tu dors, puis tu te réveilles, puis c'est comme s'il y a tout un monde qui s'aurait juste parce que t'es reposé. Ouais. Fait que... Est-ce que vous pensez que c'est plus compliqué, admettons, pour une femme issue de la diaspora africaine ou caribéenne, d'être entrepreneur au Canada? C'est une bonne question, mais en même temps, j'aime... Le truc, c'est que j'aime pas... Je vais toujours essayer de voir les choses du bon côté. C'est comme tantôt, Josie a dit, quand je te dis, est-ce que c'est pour ça? C'est pas une idée que je veux entertain trop longtemps. Est-ce que c'est pour ça que peut-être que c'est plus difficile? Je préfère juste me dire, non, mais c'est difficile, point barre. Et par rapport à ça, à le fait d'être une femme noire, moi, je trouve que c'est bien de capitaliser dessus. Parce que je me dis que comme on n'est pas beaucoup étant minorité de base, ben, je trouve que c'est plus facile de se démarquer. Parce que si j'étais juste québécoise, exemple, on est beaucoup qui peut-être se ressemblent. Mais je me dis que étant donné que je suis une minorité visible et que je suis active sur Internet, il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Donc, il va y avoir l'avocate noire qui fait des capsules sur Internet. Et comme de fait, après, je vais chez Costco, puis on m'arrête. C'est comme facile de m'identifier. C'est elle. Donc, d'une certaine manière, je trouve que c'est important. Ça peut être plus difficile, mais je trouve que c'est important aussi de capitaliser sur sa différence. Donc, d'être une femme, c'est déjà différent. Puis aussi, d'être une femme noire, c'est plus facile aussi de peut-être se distinguer de la masse. Donc, je pense que c'est de l'utiliser à son avantage parce que c'est sûr que je pourrais me dire que c'est plus difficile, mais je préfère me dire qu'est-ce que je peux faire pour tirer mon épingle du jeu. C'est drôle parce que, tu sais, comme quand je commençais la création de contenu, il y avait une fille qui m'avait contactée sur les réseaux sociaux pour faire, on s'est rencontrés dans un café pour faire un podcast. Puis elle m'avait demandé, est-ce que tu penses pas que tu es la noire de service? Comme, par exemple, comme tu fais une campagne avec tel truc, tu es la seule noire. Token. Oui, c'est ça, exactement. Puis je me rappelle lui avoir répondu, tu peux voir la chose de deux façons, ok? Donc oui, est-ce qu'il y a des difficultés qu'on rencontre? Définitivement, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas nier. Mais je lui avais dit que, ok, oui, peut-être que je vais être la noire de service dans ce contexte-là, mais en même temps, je me mets sur le marché, ok? On va me voir, on va voir d'autres noirs, puis tu sais, de plus en plus, il y avait des Noirs qui m'écrivaient, des femmes noires à Montréal qui m'écrivaient, tu sais, oh, je t'ai vu dans cette campagne-là, ça fait plaisir de voir une Noire dans telle campagne. Puis c'était dur de s'intégrer, c'était dur, je me rappelle, parce que moi, déjà, je suis une personne très comme introvertie. Fait que pour moi, sortir, aller à des événements, je savais que c'était essentiel pour évoluer dans ce que je faisais. So, je me faisais violence, comme on dit. Je me disais, tu vas, puis après, tu retournes chez toi, tu bois ton thé tranquille. Oui, c'est ça. Fait que j'allais, puis c'était difficile parce que ce domaine-là, il y avait beaucoup de groupes. Il y avait beaucoup de groupes. Et il y a toujours des groupes. Et il y a toujours des groupes. Et c'était d'un peu briser ces groupes-là, aller faire des conversations. Tu sais, souvent, j'allais dire bonjour à des filles que je suivais sur Instagram. Puis c'est se retourner, te regarder vite fait, puis après, on reprend notre discussion. Puis comme, sérieusement, là, il y a des jours, je voulais pleurer parce que je dis comme ça, c'est la honte de ma vie, là. Genre, souvent, tu parles, on te répond à peine. C'est aussi une des raisons qui fait que j'allais à un événement, je dis comme, je vais pas aller seule, je vais aller avec une autre noire. On va être deux, on va être là, on va affirmer notre présence. Venant de communautés, venant d'une famille, tu sais, où on parle pas d'argent, mais l'argent est là. Oui. Mais on n'en parle pas. Fait qu'on sait pas, je sais pas comment gérer un budget, je sais pas comment faire mes taxes, je sais pas ce qu'une carte de crédit permettait ou pas de faire. Fait que ça m'a demandé du temps, c'est d'arriver à être confortable et à négocier, admettons, mon premier salaire ou à fixer mon premier prix dans l'entrepreneuriat, admettons. Fait que pour vous, comment cette première négociation-là ou ce premier fixage, si je peux dire, de prix s'est passé, en fait? Essai-erreur. N'est-ce pas? Tout simplement.
Tout simplement. Au début, tu regardes un peu c'est une information qui peut être publique en termes d'autres entreprises similaires. C'est quoi la tarification pour faire certaines choses? Donc, tu peux au moins avoir un ballpark de voir, OK, c'est quoi, qu'est-ce que les gens payent pour ce type de service généralement. Mais après, ça reste que le peu de gens qui le mettent publiquement, c'est pas une échelle qui est forcément réaliste ou qui est la vérité. Donc, tu pars de ça, tu te dis, bon, ça c'est affiché, donc on va partir de là. Puis ensuite, tu essaies un autre prix. Bien sûr. Et ensuite un autre prix. Et tu vois finalement, tu comprends qu'à ce jour, ça continue. Puis pendant toutes ces années, tu aurais peut-être pu commencer un peu plus haut finalement. Mais c'est vraiment de l'essai-erreur, je te dirais. Ouais. Moi, quand j'étais sur le marché du travail, je faisais zéro négociation. Comme quand on m'augmentait l'année, je faisais comme... le 0,5 là. ou le 1, entre 1 et 3%, dépendamment de ton... Parce que pour moi, justement, vu qu'avec mes collègues, on n'en parlait pas, fait que je ne savais pas si, quand tu rentrais dans le bureau avec ton gestionnaire, est-ce que l'autre négociait? J'avais aucune idée. Donc, c'était tellement personnel que moi, quand je rentrais avec mon gestionnaire, pour moi, c'était comme, OK, il y a une augmentation annuelle parce qu'il y a l'inflation et tout, c'est normal. Puis, je ne cherchais pas plus loin que ça. Mais... L'entrepreneuriat. Surtout comme dans la création de contenu. Quand on sait que souvent, une femme noire se fait payer moins pour le même projet qu'une femme blanche, et puis ça a été prouvé, là. Comme il y a des gens statistiques, il y a des statistiques, il y a des gens qui ont témoigné. C'était comme maintenant, je négocie fort. Puis c'est sûr que, tu sais, il n'y a pas vraiment de grille tarifaire qui dit, tu sais, oui, maintenant, il y a des gens qui disent 4% de ton following, mais moi, ça, c'est comme la base. Puis je me mets aussi, tu sais, ma valeur. Ça fait combien de temps que je fais ça? La qualité, oui, la qualité de mon travail fait que maintenant, je charge, puis souvent j'ai même peur, mais après, oui, tu sais, j'envoie le email, puis t'es comme... Puis là, ils te reviennent, puis t'es comme, yeah, let's go. J'étais comme, oh, j'aurais dû demander plus, en fait. Puis, c'est ça, tu sais jamais, mais comme, je vise plus haut maintenant. Comme, définitivement, je préfère qu'on me négocie à la baisse que qu'on m'accepte mon tarif dès le départ. Tu sais, quand je envoie mon tarif, puis on me dit, oh, tu sais, comme notre budget, c'est plus ça. Est-ce que tu peux, ou est-ce qu'on peut revoir le contenu, la quantité de contenu? Ça, je préfère ça que quand j'envoie ceux qui acceptent direct, je suis comme moi, j'aurais dû. C'est vrai. Puis j'avais lu un truc, parce que ça disait, si t'as pas peur en donnant le prix, c'est pas assez haut. mais tellement. Puis j'avais aussi vu, j'avais été à une conférence, puis c'était une femme noire qui parlait de son parcours à elle en tant que journaliste et propriétaire d'une agence. Puis elle disait, parce que de toute façon, on va avoir tendance à undercharge, puis aussi parce qu'on est une minorité visible, puis peut-être que les gens ont des attentes qui vont être différentes par rapport à ce qu'ils pensent qu'on va leur donner comme tarif. Elle disait de base comme double ce que tu allais proposer, parce que peut-être que même c'était déjà en bas dans tous les cas. C'est ça. C'est très vrai. Il y a un élément qu'on nomme pas forcément beaucoup, c'est tout ce qui a trait justement à la santé mentale. Admettons. Donc, au poids, à la charge mentale que toutes ces conversations-là créent lorsque justement on est entrepreneur. Comment est-ce que vous abordez la thématique justement de conciliation, vie personnelle, travail, famille? C'est pas évident parce que ça s'arrête jamais dans ta tête en tant qu'entrepreneur. Déjà, il y a toujours des choses que tu pourrais faire parce que la to-do, finalement, tu te fais juste une petite to-do, mais en fait, derrière, il y en a une infinie. Donc, tu pourrais toujours faire quelque chose. Tu as toujours des idées. Et ça peut être difficile d'arrêter aussi. Puis, des fois, tu peux associer ton temps libre à du temps où tu aurais pu faire quelque chose qui va permettre de faire avancer l'entreprise. Donc, c'est important d'apprendre à lâcher prise, de te forcer à le faire. Des fois, ça va être aussi simple que, OK, il faut qu'un soir dans la semaine, j'aille prendre un bain. Juste... arrête, va prendre un bain, juste repose-toi. Puis après aussi, il faut réaliser que tu as ton conjoint dans la vie de tous les jours, je dis à des enfants en plus. Donc, des fois, c'est d'être intentionnel ou d'être présente plutôt quand je passe du temps avec lui. Parce que tu peux être en train d'avoir une conversation, mais encore penser à quelque chose. Donc, c'est vraiment de dire, OK, maintenant, je vais écouter.
je veux dire, c'est ça, le temps qu'on a ensemble présentement, c'est tout ce qui compte. Mais ça demande d'être vraiment intentionnel, puis de faire des efforts. C'est avant de plonger, justement, je pense que c'était une des choses qui m'avait poussée aussi à plonger dans l'entrepreneuriat. Oui, je m'étais dit ça va être difficile mentalement et tout. Je me rappelle que avant de quitter mon emploi, j'étais allée voir c'était une femme juste pour parler. OK. Puis, T'es pas psychologue? Non, c'est comme C'est pas psychologue? Une thérapeute. Sociothérapeute, ça se peut. Ah, OK. Pour, tu sais, puis je me suis rendu compte à quel point ça faisait une différence dans comment je me sentais. Tu sais, je l'ai vu peut-être juste 5 sessions, mais c'était tellement des sessions intenses. À chaque fois que j'allais, elle sortait son papier de mouchoir parce que, tu sais, comme il y avait tu sais, mon papa était malade en ce moment-là, fait que c'est plein de choses puis le travail que j'aimais pas, fait que c'est plein de choses qui venaient puis qui me tourmentaient. Tu sais, souvent ça m'arrivait de me lever la nuit avec des sueurs froides. C'était vraiment très intense, puis c'est une chose qui m'a dit, tu sais, t'as besoin d'une pause, Josie. Souvent tu peux faire des choses toi seule, tu sais, comme juste relaxer à la maison, prendre un bain, ça peut faire l'affaire, mais souvent ça demande beaucoup plus. Moi ça m'a fait du bien d'aller à ces 5 sessions là, puis de parler à quelqu'un, puis de juste comme ils disent, vent, là. Juste parler de tout. Puis je me rappelle qu'en ce moment, même mon mari était comme, vas-y, ça va te faire du bien. Tu sais, souvent aussi, ton conjoint, pas que c'est pas assez, mais tu sais, peut-être que t'as justement lui mettre cette pression-là. Tu sais, c'est comme, c'est ma vie aussi, entre guillemets. Oui, on est là, on est une équipe, mais lui aussi, il a son travail. Tu sais, je veux pas lui mettre toute la pression de ce que je vis. Fait que oui, je pense que c'est essentiel de savoir mettre pause puis de se dire, OK, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire ça, oui, comme c'est vrai. En prendre conscience. Je pense que j'ai pas réalisé quand elle a expliqué qu'elle avait consulté ou elle avait eu les séances, je réalise que j'en parle pas forcément quand je le fais, mais quand je vais me sentir overwhelmed, si je vais réaliser que ça fait plusieurs mois que j'ai pas été parler à une tierce personne, que ce soit une psychothérapeute ou une coach, peu importe. L'exemple, dans quelques semaines, j'ai pris rendez-vous, mais parce que je réalise que, finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis d'avoir quelqu'un qui a du recul, qui n'est pas... Qui n'est pas dans ton monde. C'est ça, qui n'est pas dans ton monde. Juste de pouvoir en parler à quelqu'un, puis après, tu ramasses tes choses, puis tu repars. C'est comme si tu apportes, puis que tu les déposes sur ton sac. Donc, c'est important aussi. Ouais. Parce que le sujet peut être très tabou dans nos communautés. Aussi. Parce qu'on pense qu'aller voir une psychothérapeute, c'est parce que t'es pas capable, ou t'as un problème vraiment intense. Mais souvent, c'est juste un petit quelque chose dont tu as besoin. Tu as juste besoin de parler à quelqu'un d'autre. Puis aller chercher, quand c'est plus grave, va chercher plus d'aide. Il n'y a pas de mal à ça. Clairement. Qu'est-ce que vous diriez à la Anitma et à la Josiane d'il y a 5 ans? De continuer, que ça va valoir la peine. C'est vrai, parce que tu le sais pas. Oui. C'est très vrai. C'est très vrai. Non, mais c'est ça. Keep pushing. Yeah. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Parce que je pense qu'il y a 5 ans, je travaillais encore. Comme je n'étais pas là où j'étais là où je suis en ce moment. Fait que oui, juste continue tes efforts. Ça va donner, ça va payer. Love that. Merci beaucoup pour cette conversation. C'était un plaisir de vous avoir. J'ai adoré la panoplie de thématiques qu'on a abordées. On a parlé à la fois d'entrepreneuriat, de négociation salariale, de santé mentale, de richesse dans la diversité. Et je pense que c'est vraiment le beau mot de la fin à garder en tête et de l'apprentissage qui est nécessaire en fait des deux côtés aussi. Oui. Merci. Merci à toi.